Nous sommes toujours à Saint-Maur-en-Poche avec cette fois-ci des représentants de l'équipe de Charlie Hebdo. On est dans la presse, dans la littérature et dans la caricature. Alors il y a Charb qui est au centre, Cabu qui est là-bas et Patrick Pelou qui est ici. Alors tout d'abord, cette année, Charlie Hebdo, vous avez eu quelques soucis. Il y a 10 mois, vos locaux ont été incendiés après la parution d'un numéro spécial intitulé Charia Hebdo. Alors, devant une telle agression, une question me vient à l'esprit. Est-ce que finalement, ça modifie la façon de travailler et la façon de réaliser un journal? Est-ce qu'on est un peu moins provocateur? Est-ce on s'auto-censure un peu plus? Enfin voilà, comment on réagit à ça? Et voilà, comment vous faites maintenant aujourd'hui? Ben non, on n'a absolument rien changé. On n'a même pas pris le temps de se concerter entre nous pour savoir si on continuait ou. D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose qu'on devrait faire un jour de parler de cet incendie. Mais comme on est dans le rythme de l'hebdomadaire, la première chose qu'on s'est dit, c'est qu'il faut trouver d'autres locaux, d'autres ordinateurs pour se remettre tout de suite au boulot. Et il n'est pas question. D'ailleurs, le numéro qui a suivi, le numéro incendié, était dans la même veine que le précédent. Et il n'est pas question qu'on change quoi que ce soit. Il n'est pas question non plus qu'on en rajoute exprès sur ce thème. Parce que la première critique, enfin une des critiques qu'on nous a fait, c'est bah oui, mais à chaque fois que vous parlez de l'islam, vous avez des ennuis, donc arrêtez de parler de l'islam. Vous faites de la provocation avec l'islam. Oui, sauf qu'on fait de la provocation toutes les semaines, et ça depuis 20 ans. Et que on a des ennuis un peu plus sévères quand il s'agit effectivement de l'islam, mais on n'en parle pas tous les jours. Et ce que je rappelle à chaque fois, c'est qu'on a eu, en 20 ans, on a eu 14 procès avec l'extrême droite catholique. Et on a eu un procès avec des associations musulmanes. Et si vous regardez justement les milieux une de Charlie, vous verrez qu'il y a largement plus sur les catholiques que sur les musulmans. Donc non, nous, on ne va rien changer, ni dans un sens ni dans un autre. C'est-à-dire on va pas en rajouter, on ne va pas en enlever, on va continuer sur le même rythme et sur le même ton. Alors, mais vous disiez, on fait de la provocation toutes les semaines. Qu'est-ce que ça amène, selon vous, cet outil de provocation pour faire passer des messages? Pourquoi vous faites passer des messages par la provocation, par justement la caricature J'en viens à dire que c'est de la provocation parce que les autres médias sont tellement mous qu'à côté, quand on dit ce qu'on a envie de dire sans arrière-pensée, ça passe pour de la provocation. Mais par exemple, quand on fait des couvertures déconnantes sur Strauss-Kahn, tous les journaux ont fait des couvertures déconnantes sur Strauss-Kahn, nous, ça passe pour de la provocation, alors que tous les autres journaux, finalement, on a été presque dans le ton de la presse normale en faisant on a eu du mal à faire aussi vulgaire que le reste de la presse. Très dur de faire plus vulgaire que de Strauss-Kahn d'ailleurs. Oui, aussi. Oui, c'est dur de caricaturer une caricature. C'est le problème aussi qu'on a eu pendant 5 ans avec Sarkozy. Faire pire que Sarkozy, c'est un challenge toutes les semaines. Et plus largement, comment vous regardez le rapport des pouvoirs, qu'ils soient économiques, religieux ou politiques, avec la presse? Quelle est la relation de ces pouvoirs à la presse? Est-ce qu'ils font vraiment des pressions? Parce que vous disiez, on a eu 14 procès avec les extrémistes d'extrême droite catholique. Voilà, quel est le rapport de ces pouvoirs à un journal satirique comme le vôtre? Nous, on n'a pas de gros actionnaires, on n'a pas d'industriels dans les actionnaires, on n'a pas de publicité. Donc les moyens de pression sur Charlie Hebdo ne sont qu'effectivement que juridiques. On peut porter plainte contre Charlie Hebdo, ce qui nous handicape parce qu'il faut payer un avocat et que ça coûte un peu d'argent. Mais la plupart du temps, la plupart des procès qu'on a eus en 20 ans, on les a gagnés. Donc quand les autres journaux nous disent mais vous allez un peu loin, vous risquez quand même d'avoir des procès. Oui, on risque d'avoir des procès, mais ça fait partie aussi de notre métier d'avoir des procès, d'aller en justice et de gagner. Parce il faut bien le dire, la plupart du temps, on gagne. Et y a pas de... En France, il n'y a pas de censure. La loi ne prévoit pas la censure. Et dans les faits, il n'y a vraiment pas de censure. La seule censure qui existe, c'est l'autocensure. Et la justice n'est pas là pour censurer. La justice est là pour dire le droit. Et la plupart du temps, elle dit le droit dans notre sens. Enfin, on est... Mais alors, vous disiez, le seul procès, c'est de faire un procès à Charlie Hebdo. La seule possibilité, c'est de faire un procès à Charlie Hebdo. On entend souvent dire que il y a 20 ans, il y a 30 ans, la caricature pouvait être plus libre, plus forte, plus riche encore. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez senti? Peut-être Cabu dans vos dessins ou Patrick Pelou, je ne sais pas. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de liberté que dans les années 60. Charlie Hebdo, enfin, Cabu pourra en parler, mais Charlie Hebdo a été censuré. Harakiri a été censuré 2 fois. Cabu a eu des procès innombrables par
par le ministère de la Défense, des procès qu'il a quasiment tous perdus. Il y avait un ministre de l'Information qui censurait les journaux, qui avait la possibilité de censurer les journaux. Aujourd'hui, c'est plus possible. Alors quand on dit qu'on n'a plus le droit de s'exprimer aussi librement qu'avant, c'est pas vrai. Les pressions sont différentes. Et c'est vrai qu'il y a des associations qui réagissent quand il y a des attaques contre les gens qui font partie de ces associations-là. Les exemples qu'on donne, c'est souvent des gens de droite qui nous disent aujourd'hui on peut plus dire ce qu'on a envie de dire. Mais ce qu'ils ont envie de dire, ils ont toujours eu le pouvoir de le dire. Ils ont toujours eu, ce qu'on peut plus dire, c'est quoi? C'est des réflexions racistes, c'est des réflexions homophobes, et on peut toujours les dire, sauf que ça dépend comment on les dit. Si effectivement on fait un appel au meurtre ou de la discrimination raciale, non, on peut pas le dire. Mais est-ce que c'est ça la liberté d'expression? Je pense que non. Enfin, je pense pas que le racisme soit une liberté d'expression. Vous n'avez pas l'impression que plein de sujets, notamment la religion, est beaucoup plus sensible aujourd'hui qu'elle ne pouvait l'être auparavant? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas finalement une gradation plus importante sur ce qu'on peut dire et ne pas dire sur la religion, sur les religions, ce que vous dites sur l'islam, le discours, le message que vous essayez de faire passer, le message humaniste, laïque, par la satire que vous essayez de faire passer dans Charlie Hebdo, est-ce que il est audible aujourd'hui? Est-ce qu'il n'est pas plus critiqué qu'auparavant? Si, il est critiqué, mais c'est pas pour ça qu'on est censuré. La censure, je prends pas l'incendie dont on a été les victimes comme une censure. Je prends ça comme un acte criminel ou comme un attentat, mais c'est pas une censure. On peut continuer à exister, on peut continuer à faire le journal, et les manifestations d'ultra-catholiques devant les théâtres qu'on a soutenus, c'est pas de la censure. Les théâtres peuvent continuer à faire leur boulot dans des conditions peut-être plus difficiles, mais j'appelle pas ça de la censure, j'appelle ça des pressions. Mais le boulot de la presse et de du monde culturel en général, c'est de résister à ces pressions-là. Il y a toujours eu la pression on nous a longtemps dit, mais est-ce que les attaques contre la religion catholique, c'est pas un peu dépassé? Ils représentent plus aucun danger, rien du tout. Ils existent quasiment plus. Mais c'est parce qu'on continue les pressions, enfin, on continue le combat laïque et même athée, qu'ils restent à leur place. Si on laisse le champ libre, ils reprendront le pouvoir qu'ils avaient avant. La loi de 1905, ce n'est qu'une loi, par exemple. On peut revenir dessus. Un gouvernement peut très bien revenir sur la loi de 1905 un jour ou l'autre. Comment vous définiriez Charlie Hebdo aujourd'hui? Parce qu'en fait, il y a deux journaux satiriques en France, c'est le Canard enchaîné et Charlie Hebdo. On entend souvent parler du Canard enchaîné pour ses révélations, ses enquêtes, ainsi de suite. Est-ce que vous n'avez pas envie parfois qu'on entende parler de Charlie Hebdo aussi pour les enquêtes, les révélations que vous faites? Est-ce que la provocation n'a pas ses limites finalement? Après, c'est une question d'image, mais si les journalistes font bien leur boulot, ils découvrent que dans Charlie Hebdo, toutes les semaines, il y a une enquête et il y a des révélations. Donc... mais ça, en fait, votre l'image que vous avez, c'est plus celle d'un journal de provocation, de caricature. C'est ça. Alors que dans Charlie Hebdo, la moitié de Charlie Hebdo, c'est des textes de chroniques, chroniques de Patrick notamment, et des textes d'enquête. Il y a un boulot journalistique qui est fait, mais c'est vrai que Charlie Hebdo, c'est le seul journal où il y a autant de dessins, et donc on a cette image de journal de dessins et de dessins déconnants, quoi. Mais il n'y a pas que ça. Ouais. Alors, ça, c'est une question pour vous deux, mais qu'est-ce qui vous inspire finalement? C'est le réel, l'actualité? C'est ça vos sources d'inspiration premières? Patrick Pelloux, peut-être sur vos chroniques? Je ne veux pas répondre pour Patrick, mais oui, moi, c'est l'actualité, c'est ce qu'on voit tous les jours. Et voilà, c'est des réactions à chaud sur l'actualité. Et puis pour Patrick, c'est encore pire que ça, puisqu'il est dans l'actualité lui-même. Donc il est acteur de l'actualité. Alors, justement, dans vos chroniques, comment vous faites passer le réel et la chronique humoristique, ainsi de suite? Comment vous maniez les deux choses? Quel est l'équilibre que vous trouvez finalement, que vous essayez de trouver? Je sais pas. D'accord. Je sais pas. En fait, mes chroniques sont sanitaires et sociales, donc je m'inspire de ce que je vois dans la réalité de mon quotidien du travail, mais aussi ça part aussi souvent sur des faits qui m'inquiètent. La dernière que j'ai faite sur cette semaine, c'est sur ces violences qu'il y a dans les banlieues quand il y a des jeunes qui roulent sans casque sur des grosses motos, des gros scooters et qui se tuent. Et qu'après, leurs copains décident de foutre le feu à toute la banlieue parce qu'ils estiment qu'on aurait pu sauver un gamin qui s'est fracassé la tête. Et pour moi, c'est significatif que vous avez des jeunes qu'on a perdus
par une éducation qui aurait dû être renforcée, par le fait qu'il y a une inculture du risque et qu'on a laissé faire et qu'il y a des zones de non-droit. C'est pour ça qu'on ne peut pas demander au système sanitaire et social de tout remplacer, comme on ne peut pas demander à l'éducation nationale de rattraper ceux qu'on a un peu perdus. Donc voilà, ça c'est des éléments que je trouve d'une extrême violence. L'inspiration, vous savez, quand l'inspiration, elle est partout, quoi. Elle est partout et tout le temps. Quand vous rentrez dans le domaine de l'écriture, surtout à Charlie, voilà, vous pouvez tout écrire, mais il faut faire attention. Parce que, voilà, sur ce que vous disiez, il ne faut pas insulter les gens. C'est pour ça que, de toute façon, quand j'écris quelque chose sur des cas ou des malades, je change tout. C'est-à-dire, les hommes deviennent des femmes, etc. Les âges sont changés, les situations sont changées, mais c'est la réalité. Mais je fais ça pour protéger les gens qui m'ont inspiré la chronique. Et alors dans Charlie Hebdo, il y a une rubrique les couvertures auxquelles vous avez échappé. On a échappé à quoi vraiment de très très gros récemment? C'est difficile de vous raconter les dessins, mais en général, le système des couvertures auxquelles vous avez échappé, ça permet au lecteur de refaire son propre journal, de recomposer son propre journal, parce qu'en général, vous allez avoir 9 lecteurs sur 10 qui va dire que oui, bon, la une est pas mal, mais j'aurais préféré que ce soit tel dessin en page 16 qui passe en une. Donc c'est le petit jeu de la semaine, c'est chacun refait le journal qu'il a envie de faire, quoi. Alors Cabu, je crois que vous nous avez fait une caricature. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est? C'est l'académicien qu'on attend de voir, qui est comment ça s'appelle, Gérard Collard, qui est Conti. Et parce que il se présentait pour le combat des libraires en général, et c'est peut-être que les académiciens n'ont pas compris. Ils auraient dû comprendre parce que eux-mêmes ils sont intéressés par la vente des bouquins. Voilà. Et donc vous avez grimé Gérard Collard en académicien. Enfin élu. La prochaine fois, il va être élu, à mon avis. Là-dessus, moi j'ai soutenu aussi la candidature de Gérard parce qu'il va falloir défendre très rapidement le commerce de proximité, et c'est pas du tout racoleur ou démago comme des crétins pourraient dire. C'est que c'est vraiment l'accès à la culture. Quand vous voyez, et vous avez une chance incroyable à Saint-Maur d'avoir un libraire aussi actif et qui réussit à faire venir les plus grands auteurs, je parle pas de moi, hein, mais les plus grands auteurs dans un marché. D'habitude, ils sont habitués à autre chose. C'est extraordinaire. C'est le génie, voilà, c'est un génie français. C'est pour ça qu'il méritait l'Académie. Quand on va faire des signatures dans des endroits en province où il n'y a plus rien, et les premiers domaines qui sont remis en cause, ce sont les librairies et la culture. Parce qu'après, bon, ils se débrouillent toujours pour que les gens puissent bouffer, bon, et acheter des casseroles. Mais le problème, c'est qu'il y a la nourriture intellectuelle. Et que là, on attend fermement, j'ai envie de dire, et vraiment fermement, une promesse de campagne qui est de rebaisser la TVA du livre. Et pour moi, la TVA sur les objets et l'art devrait être à 0. Parce qu'il n'y a pas à taxer. On peut taxer d'autres choses. Mais Patrick, ouais. c'est fait. J'ai vu hier dans Le Monde, oui, Philippe je crois Petit que a annoncé que justement, ça allait revenir à 5%. Ça y est. Ouais, Voilà. je crois que Donc il faut que vous sachiez que ouais. tous vos prix baissent immédiatement de 2% à la caisse. C'est génial. Jean va être Merci content. Gérard. Merci Gérard. Voilà. Et justement, vous parliez de la culture, de la relation à la culture et à la presse. Que peut faire la presse aussi dans la transmission de la culture et dans la transmission? Est-ce que la presse n'est pas aussi menacée comme la culture peut l'être? Alors, Voilà. Est-ce que pour vous l'équation est la même? c'est pareil. Il y a une évolution qui est en train de se faire avec les nouvelles technologies, avec Internet. Mais je crois qu'il y a des perspectives qui avaient été faites par un cabinet américain qui disait qu'en gros, en 2023, c'est-à-dire demain, dans une dizaine d'années, les journaux auront disparu. Je ne crois pas. Parce qu'un journal, comme un livre, une fois qu'il est fait, vous n'avez pas besoin d'énergie pour le conserver.
Or, on le sait, et c'est ce qu'on nous a fait croire, hein, les ordinateurs ne sont pas éternels. Ils tombent de toute façon en panne, ce qui fait que vous êtes obligé d'aller en racheter. Puis après, nous avons tous été modélisés dans une société de consommation pour sans arrêt aller acheter le dernier iPad. Bon, et quand vous avez un livre, vous n'allez pas acheter la dernière sortie, puisque l'écriture, elle est terminée une fois que l'ouvrage est sorti. Donc, je crois que la presse devrait continuer. Elle ne peut pas être gratuite. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que lorsque vous sortez du métro et qu'on vous file un journal gratuit, même s'ils ont embauché quelques journalistes, généralement les journalistes qui travaillent sont sous-payés, sont pigistes, sont payés avec un lance-pierre, mais surtout, vous n'allez pas acheter les journaux qui vont véritablement vous informer, comme Le Parisien ou tant d'autres, hein, peu importe. Mais la presse est importante. Et d'autre part, il y a beaucoup de gens, la vie de la cité, c'est la vie de la rue. D'accord ? Donc, ce qui veut dire que ce qui est important, c'est d'avoir dans tous les quartiers, partout en France, y compris dans les petits bleds, d'avoir quelqu'un pour vous nourrir, quelqu'un pour aller boire un café au Troquet, parce que c'est un lieu de convivialité et les Troquets sont un lieu social absolument majeur, et lire quelque chose. Et là, la presse, il faut vraiment qu'elle bouge. C'est vraiment essentiel, parce que défendre la presse et la presse papier, c'est défendre la démocratie. N'oubliez jamais qu'il y a des tas de pays au monde qui se battent pour avoir une presse libre. Actuellement, en Tunisie, on a reçu à Charlie Hebdo des dessinateurs tunisiens. Ils rêvent d'avoir un Charlie Hebdo, ils rêvent d'avoir un Canard enchaîné. Et donc, on a une richesse en France, c'est celle-là. Mais pour vous, le papier, le support papier est important. Vous pensez que c'est crucial ? Oui, je crois que c'est crucial parce que on ferait une erreur de supprimer tous ces emplois et toute cette filière sociale qui existe. Quand vous allez acheter le journal chez le papier, chez le libraire, chez le kiosquier, vous faites vivre à peu près une dizaine de personnes, entre celui qui a fait le journal, celui qui l'a imprimé, etc., jusqu'à celui qui l'a apporté le matin à 4 heures pour que quand vous allez boire votre café au comptoir, vous ayez le journal. On doit défendre ça. C'est important, c'est très important. Mais attention, la presse s'est trompée. Quand vous avez eu des journaux qui sont devenus trop partisans, d'un côté ou de l'autre de l'échiquier politique, ils se sont trompés. Ce sont des journaux d'information, pas des journaux partisans. Vous êtes d'accord avec ça, Charb ? Oui, enfin, l'importance du papier, je ne sais pas si on aura du papier encore très 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 longtemps, parce que je suis assez pessimiste sur cette question-là, mais l'avantage du papier sur toute l'informatique, vous allez acheter un iPad qui coûte, je ne sais pas combien d'ailleurs, combien ça coûte, mais 400 € à peu près. Oui, assez cher, et il va falloir que vous en preniez soin. Tout l'argent que vous avez mis dans l'iPad, c'est autant que vous n'allez pas acheter de journaux. Et moi, ce qui m'étonne toujours, c'est que les tuyaux valent plus cher que ce qui passe dedans. Et l'iPad, Internet, c'est des tuyaux formidables, c'est un moyen d'information formidable, mais ça vaut plus cher. On parle toujours du prix des livres, on dit que les livres sont chers, ce qui est vrai. On parle toujours du prix de la presse qui est cher, mais on ne parle jamais du prix de l'informatique qui est hors de prix, qui est délirant. Enfin, tout le monde maintenant, ou quasiment, est équipé d'Internet et d'ordinateurs, mais c'est un budget fabuleux, c'est devenu un budget fabuleux, et au détriment peut-être des bouquins et des journaux. Moi, ce que j'aime dans le bouquin et ce que j'aime dans le journal, c'est qu'on peut l'emporter partout, on peut le plier dans sa poche, alors qu'un iPad, on est toujours en train de faire gaffe à ce qu'il se pète pas la gueule. On peut le plier aussi. Et on peut le plier, mais ça n'a pas les mêmes conséquences. C'est risqué, et du coup, quand même. Avec ce matériel, on se comporte comme des petits bourgeois des petits bourgeois qui ont peur de casser quelque chose de très précieux, donc il faut toujours prendre soin du matériel. Ça, c'est chiant, alors qu'un journal, Charlie Hebdo, vous pouvez le payer en 15, vous arriverez toujours à le lire. Est-ce qu'il y a des questions Pardon, excusez-moi. Est-ce qu'il y a quelques questions dans l'assistance ? Est-ce qu'il y a un micro ? Voilà, très bien. Bonjour. Bonjour, je suis Xavier. J'ai 2 questions. Alors la première, c'est notamment par rapport à la déclaration de Nadine Morano. Je pense que vous avez dû entendre. Je pense que c'est un bon sujet sur ce qu'elle a dit. Je ne sais pas si vous avez entendu. Elle a dit tellement de conneries. Qu'est-ce qu'elle a dit cette fois-ci ? Ce qu'elle a dit, c'est énorme. Elle a dit beaucoup de choses. Elle a dit qu'elle avait une amie qui était tchadienne et qui était plus noire qu'une arabe. Ah, c'est là, oui, c'est hardcore. Celle-ci, oui.
Bah, ça, si Morano fait notre boulot à notre place, c'est dommage. Mais il n'y a quasiment rien à faire avec Morano. Vous dessinez sa gueule, vous prenez le vrai texte. C'est pas la peine d'inventer un texte et ça marche. Et puis deuxième question, alors c'est plus autre chose. Est-ce que tu penses pas que Matt Groening t'a piqué ton idée de couleur jaune pour les personnages Non. Je crois qu'il a dû on a dû le faire en même temps ou il a dû le faire avant même. Non, mais je fais mes personnages jaunes juste pour qu'on les. Enfin, c'est un peu une histoire de dessinateur, mais Tinius avait les mêmes feutres que moi et on mettait en couleur de la même manière. Et c'est vrai que de loin, on avait ces personnages étaient roses, les miens aussi. Et du coup, j'ai décidé de carrément changer de couleur. J'ai essayé du bleu, c'était un peu moche. Du vert, c'était pas terrible. Le jaune, c'était un peu passe-partout. Et voilà. Faut avouer que t'as jamais eu de goût non plus. Et j'ai aucun goût non plus. Donc, Merci. D'autres questions? Non? Oui? Dernière question? Bon, bah, à ce moment-là, s'il n'y a plus de questions, je vais vous remercier beaucoup C'est chaleureusement d'être venu ici et d'avoir Merci. partagé ce moment avec nous. Merci pour les dessins. Donc, mangez des livres, vous chirez des virgules. C'est le message Parfait. que nous fait passer voilà. Charb. Et on il faut y est réfléchir là longtemps. Et voilà, vous êtes là juste derrière On est en là dédicace. derrière, Donc, vous pouvez avec tous les livres discuter de et- Charlie Hebdo et des Échappés. Voilà. Donc vous pouvez retrouver nos amis Devant la Charlie Hebdo. directrice des éditions des Échappés, voilà, qui va nous surveiller. Bonjour Madame la Voilà. directrice. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Merci.